Bienvenue donc dans la quatrième partie de ce chapitre, comment les plantes à fleurs se développent-elles et se reproduisent-elles. Rappelle-toi donc à la séance précédente, nous avions vu que les plantes fleurissaient au printemps et que les fleurs portaient donc les organes reproducteurs de la plante. Il fallait ensuite que l'élément mâle, c'est-à-dire les grains de pollen, soient transportés donc sur le pistil, c'est-à-dire la partie femelle d'une fleur, grâce soit à des insectes pollinisateurs, l'abeille ici, soit par le vent, soit par l'eau. Dans ce cas-là, on avait la formation d'un fruit et ensuite la formation d'une graine à l'intérieur du fruit. Donc je t'ai mis l'exemple du cerisier, mais évidemment ça fonctionne sur le même principe que le haricot ou le petit pois qu'on a vu la dernière fois. La preuve, regarde la fleur du cerisier, est faite exactement sur le même modèle, même si la forme est différente et la couleur aussi. Tu trouves un pétiole ou un pédoncule floral, des sépales, ensuite des pétales, ensuite on arrive plus proche du centre de la fleur avec les étamines, donc les éléments mâles, et le pistil, donc l'élément femelle, avec à l'intérieur, regarde ici, l'ovule qui est dans l'ovaire du pistil. Imagine qu'une abeille ait déposé donc des grains de pollen d'un cerisier aussi, de la même espèce, donc une plante de la même espèce, qu'il y ait eu une fécondation, eh bien tu vois que cette fleur évolue. Elle perd ses pétales, les étamines meurent et progressivement le pistil, regarde bien, devient un petit fruit, puis ensuite un fruit très charnu qu'on appelle la cerise, alors avec cette chair rouge et puis très sucrée, donc qui attire quand même pas mal d'insectes et pas mal donc d'animaux et pas mal d'oiseaux, et parmi les animaux, il y a nous. Alors la graine, c'est ce qu'on appelle le noyau de la cerise. Le principe est exactement le même. On était arrivé à finalement une définition de la reproduction sexuée des plantes à fleurs qui consistait à l'association d'un élément mâle, un grain de pollen, avec un élément femelle, un ovule, pour former un embryon dans une graine, la graine étant elle-même dans un fruit. Alors, ce qui nous pose problème maintenant, et ce qu'on va aborder dans la quatrième partie, c'est que finalement, ces plantes sont fixées. Et si on imagine que toutes les graines qu'elles produisent tombent au sol et germent, eh bien, il va y avoir une compétition pour l'eau, pour la lumière et pour l'espace. Deuxième chose, moi, tous les ans dans mon jardin, dans ma pelouse, pardon, j'ai de plus en plus de pissenlits. Donc cette plante est bien sympathique, bien jolie, je n'ai pas que des pissenlits, j'ai aussi beaucoup d'autres mauvaises herbes. Donc on peut quand même se poser la question. Les plantes fabriquent des graines, d'accord? Ce serait gênant si toutes ces graines poussaient à ses pieds. Et moi, j'ai une deuxième constatation, c'est que finalement, j'ai des graines qui arrivent jusque chez moi et qui donnent des plantes que je n'avais pas avant. Donc ça veut dire qu'il y a une idée de transport, que les graines peuvent se déplacer, d'accord? Partir de la plante mère pour aller dans un autre territoire, un autre milieu de vie. La question est aujourd'hui, comment ces graines ont-elles pu se déplacer toutes seules? Donc, dans cette partie 4, nous allons répondre à la question, comment les graines sont-elles dispersées dans l'environnement? Je te laisse écrire, tu vois le petit logo ici, c'est indiqué. Donc si tu n'as pas de photo, tu peux simplement marquer le nom des exemples. Nous allons observer les fruits de ces 6 plantes pour comprendre comment leurs graines sont disséminées ou dispersées dans les différents milieux de vie. Les exemples que j'ai choisis, c'est le pissenlit, la balsamine de Balfour, le houx, le cocotier, la bardane et le noisetier. Donc là, tu as les photos de la plante, d'accord, en fleurs ou en fruits. Et puis maintenant, tu vas voir dans quelques minutes la photo de leurs fruits cette fois. Regarde bien. Observe bien ces fruits et devine leur mode de dissémination. Là, à ce stade-là de la vidéo, tu peux couper la vidéo, l'arrêter, regarder les images de plus près et je te donne la réponse dans 2 minutes. Tu retrouves donc le document précédent ici et j'ai mis la réponse que tu peux recopier, donc le tableau, avec des couleurs, on verra pourquoi tout à l'heure. Alors, pour mon pissenlit, tu as remarqué quand même que tout s'envole. Vous avez tous déjà soufflé donc, sur cette boule blanche de pissenlit. Donc ça veut dire que la graine va être accrochée à un fruit en forme de parachute, blanc, léger, et donc la dissémination va se faire par le vent. J'ai choisi la couleur violette pour les graines dont le fruit permet une dissémination par le vent. Ensuite, dans le cas de la balsamine, ici, regarde bien, tu as une goutte d'eau qui tombe sur le fruit et le fruit éclate. Donc ça veut dire que c'est un fruit qui est sensible et il éclate. J'ai mis qu'il était déhiscent, ça veut dire qu'il s'ouvre, et donc ça veut dire que là, la plante se débrouille toute seule et elle évacue donc sa graine grâce à un fruit qui a un système mécanique. Dans le cas du houx, troisième exemple, eh bien, le fruit est rond et coloré, il est visiblement pour l'oiseau sucré, appétant, d'accord, donc ça lui donne envie de le manger et est rouge, et donc la dissémination permet donc aux oiseaux d'avaler le fruit et ensuite donc de digérer ce qui est intéressant dans le fruit et de recracher les graines dans les fientes. Donc ça veut dire que la dissémination se fait par les fruits, par les oiseaux, pardon, le fruit est adapté à ça.
Dans les plantes qui utilisent aussi les animaux, tu as aussi la bardane, regarde bien ici. Mais cette fois, le fruit n'est pas bon à manger, il est avec des crochets. Donc il joue comme une sorte de velcro. Il va s'accrocher ici, par exemple, à la crinière du cheval, donc au pelage des animaux. Troisième exemple de dissémination par les animaux, c'est par exemple le noisetier qui va faire un fruit solide et ovale. Tu vois ici qu'il est dans la bouche de cet écureuil. Ce fruit va être extrêmement résistant et il va donc disséminer par les animaux granivores. Alors l'écureuil va stocker beaucoup de graines, mais ces graines, il va parfois peut-être pas tout consommer ou il va oublier les cachettes dans lesquelles il les a mises et donc ça va participer à la dissémination de ces graines. Le fruit est adapté pour. Donc j'ai choisi une couleur rouge pour la dissémination par les animaux. Et en bleu, tu as le cocotier. Tu vois très bien que ce fruit flotte, hein, il est ovale, il flotte. Il est relativement léger. Alors quand je dis léger, c'est clair que si tu te prends notre coco sur la tête, il ne va pas être léger. Mais pourtant, un bateau non plus, c'est pas léger, mais ça flotte. Donc ça peut très bien avoir un poids énorme, d'accord, être relativement lourd pour nous par rapport à nos critères, mais flotter quand même. Donc la dissémination va se faire par l'eau parce que le fruit est adapté. On va garder ces couleurs et on va essayer d'aller un petit peu plus dans le détail et de donner d'autres exemples. Regarde bien. Dissémination par le vent, j'ai choisi le code de couleur, donc violet ou rose. Tu retrouves le pissenlit ici. Tu vois très bien la graine, là, qui est accrochée donc à un fruit qui est en forme de parachute. Et ce fruit porte une petite aigrette, donc c'est relativement léger. La moindre brise permet donc de faire envoler ces fruits. Donc le transport peut être extrêmement efficace et se faire extrêmement loin. Merci pour ma pelouse. Ensuite, vous avez les fruits d'autres arbres comme l'érable qui font des fruits qui s'envolent moins bien, mais qui arrivent quand même à voleter un tout petit peu. Nous, je sais qu'on s'amusait beaucoup avec ça dans les cours de récréation. On appelait ça les hélicoptères ou les gyroptères. Je ne sais pas si vous avez déjà joué avec ce genre de choses. On les lançait, on s'amusait à les faire retomber. C'est comme une petite hélice, hein, ça tourne et ça retombe. Donc, voilà deux exemples de dissémination par le vent. Les fruits sont adaptés pour ce transport. Maintenant, on avait vu les plantes qui se débrouillent seules, donc qui ont un système mécanique. Rappelle-toi la balsamine de Dufour, tu as une petite goutte d'eau, une goutte d'eau suffit donc à faire éclater le fruit lorsqu'il est mûr et à projeter les graines le plus loin possible. La plante ne veut surtout pas rentrer en compétition avec ses petits. Hein. Je te donne un deuxième exemple, le concombre d'Anne, qu'on appelle aussi Ecballium, qui est une petite plante qui n'a l'air de rien comme ça, avec ses petites fleurs jaunes, qu'on trouve aussi dans le sud de la France. Regarde bien cette image. Tu as un monsieur qui va toucher, d'accord, regardez bien, qui va pincer un tout petit peu ou toucher un tout petit peu la tige. Regarde bien, le fruit est expulsé et il projette un liquide sous pression. Et ce liquide, comme il est sous pression, dès que le fruit se détache de la tige, ça éjecte donc les graines à l'extérieur. Donc c'est moins efficace peut-être que la balsamine, mais en tout cas au moins ça permet une bonne dissémination quand même jusqu'à 1 mètre ou 1,50 m. Parfois, lorsque la plante est en forme, ça peut être jusqu'à 3-4 mètres. Alors vous avez ici donc le système mécanique qui est un petit peu plus visible. On voit bien ce liquide qui est projeté. Je vous ai mis deux petites films histoire que vous voyez bien comment ça fonctionne. Donc la plante peut se débrouiller très bien toute seule. Autre exemple, la dissémination par l'eau. Le fruit là encore va être adapté à ce transport. C'était le cocotier. On avait vu cette image tout à l'heure. Vous voyez bien que c'est donc cette noix de coco qui flotte. Alors vous, ce que vous appelez noix de coco, c'est la graine qui est dedans. C'est ce que vous achetez dans le commerce. Et vous mangez donc la pulpe de noix de coco qui est à l'intérieur, qui est blanche. Là, je vous parle du fruit. Ça fonctionne un peu comme une cerise, sauf que là, la pulpe, elle n'est pas du tout sucrée. Elle est plutôt fibreuse, regardez. Plein de fibres. Okay, mais ce qui fait que ça permet à la plante, d'accord, de se développer alors qu'elle est dans son flotteur. C'est-à-dire que, regardez bien, le transport se fait peut-être par l'eau, mais le temps que la graine, que le fruit arrive donc à un endroit qui soit propice à l'installation, eh bien, le germe, c'est-à-dire donc l'embryon, va se développer. On voit qu'il y a déjà des feuilles. Hein. En coupe, vous le voyez très très bien ici. Vous avez les feuilles qui sont déjà développées. Il y aura aussi donc des petites racines qui vont se développer. Et on voit donc ce fruit très fibreux là. Et à l'intérieur, donc la graine avec la nourriture pour le petit embryon, c'est-à-dire ce que vous mangez vous, c'est-à-dire la pulpe de coco. D'accord? Donc un fruit adapté à la dissémination par l'eau. Autre exemple de dissémination, autre mode de dissémination, le transport par les animaux. Vous avez vu donc le fruit de la bardane, là vous avez plusieurs fruits, en fait chaque fruit correspond à un pic, et de cette forme-là, avec un petit crochet au bout, d'accord, et la graine est ici, à l'intérieur du fruit. Donc c'est extrêmement efficace, ça fonctionne un peu comme un velcro, vous l'avez ici, et donc ça va s'accrocher au pelage des animaux ou à vos chaussettes, ou alors à vos lacets, très sympathique quand il faut les enlever, après le lacet est fichu, la chaussette aussi. Mais vous avez d'autres systèmes de transport par animaux, c'est fabriquer un fruit par exemple attirant. C'était le cas tout à l'heure pour le hou. C'est le cas aussi, on verra, pour d'autres fruits. Mais ça participe, cette dissémination aussi, au transport de certaines plantes qui sont des parasites. Le gui, par exemple, tous vu ces boules de gui accrochées à des arbres, sont des parasites qui vivent aux dépens, d'accord, de cet arbre. Alors,
comment ça se passe? Comment ce parasite arrive-t-il sur les arbres? Au départ, on n'a rien, puis après on voit une boule, 2 boules, 3 boules qui se développent. Eh bien, le transport se fait par un oiseau, par la grive. Le principe est le même que pour le hou tout à l'heure. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai utilisé les 2 plantes caractéristiques de Noël, hein, voilà. Et là, vous avez donc le fruit qui va attirer ses grives. La grive va avaler le fruit, mais elle ne digérera pas la graine ni la partie collante du fruit. Ce qui fait que lorsqu'elle va donc libérer ses fientes, le fruit va se transformer en une masse un peu collante qui va s'accrocher à la branche de l'arbre haute. Ça peut être un chêne, ça peut être un peuplier, etc. Peu importe l'arbre. Et vous allez avoir une petite, une espèce de sorte de petite ventouse qui va sortir là. Vous les avez ici, voilà, en vert. Ce qui fait que le futur Guy va pouvoir enfoncer cette ventouse à l'intérieur donc de la tige, se connecter sur les canaux, d'accord, là où circule la sève, et donc vivre aux dépens de la plante hôte. C'est bel et bien un parasite dont le transport, d'accord, la dissémination se fait via les oiseaux. Alors, dernier cas, on a vu le transport donc, par des graines qui sont, bon, pas forcément qui sont résistantes, qui sont dures. Il faut le vouloir pour pouvoir manger, donc c'est réservé vraiment à des animaux dont les dents pourront casser. Donc c'est un fruit extrêmement résistant qui peut donc tenir très longtemps et être transporté et être stocké. Donc c'est vraiment fait pour notre petit écureuil qui l'a regardé. C'est sans compter sur la coïncidence avec cette image avec Scratch, c'est pour ça que j'ai choisi. On a effectivement un transport extrêmement efficace. L'écureuil va emmener les graines, les stocker, il va peut-être oublier où est sa cachette, et donc les graines, l'embryon n'aura plus qu'à se développer au bout d'un moment. Voilà, pour ce transport par les animaux. Mais vous êtes aussi, vous, un vecteur de graines. Vous participez à cette dissémination dans tous les fruits que vous achetez, dès qu'il y a des fruits à noyau ou à pépins, dès que vous recrachez, d'accord, le noyau par exemple de la cerise, vous participez également à la dissémination. Vous êtes tombé dans le piège des plantes et vous avez participé, d'accord, à la dissémination de leur embryon. Voilà pour un exemple. Alors, un bilan à écrire. Eh bien, la dispersion des graines est assurée soit par la plante elle-même, des fruits qui éclatent. Rappelez-vous donc de l'Ecbalium, ce concombre d'âne, rappelez-vous aussi de la balsamine, mais aussi par des agents extérieurs, ça peut être par le vent, avec des fruits très légers, par l'eau, avec des fruits qui flottent, ou alors par les animaux, avec 3 stratégies différentes, soit des fruits qui vont s'accrocher aux poils ou aux plumes, soit des fruits qui vont être consommés par les animaux et les graines rejetées dans les excréments, soit des fruits qui seront mis en réserve et oubliés dans des cachettes. D'accord? Donc c'est quand même assez étonnant de voir que ces plantes qui n'ont pas d'organes d'essence arrivent quand même à percevoir leur environnement et au fur et à mesure à élaborer des stratégies en utilisant leur environnement, les éléments de l'environnement, pour disséminer leurs petits, qu'il n'y ait pas trop de compétition au niveau de la place, au niveau de la lumière et au niveau de l'eau. Donc finalement, on se rend compte que ces graines sont aussi un moyen pour les plantes à fleurs de coloniser de nouveaux milieux de vie. Voilà donc pour cette leçon, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc ce sera dans Pronote. À bientôt.